Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous du samedi. Dans le Saré, aujourd'hui, nous parlons du travail des enfants. En fait, nous parlons du commerce des enfants. C'est la période des vacances. Et pendant les vacances, qu'est-ce qui se passe dans nos villes? Nous voyons des enfants de 5, 6, 7, 8, 10 ans et des fois un peu moins qui investissent nos rues et même nos marchés. Alors, est-ce que c'est de la traite? Est-ce que c'est le travail des enfants? Nous le verrons au cours de cette émission. Nous verrons également qu'il y a des parents qui s'investissent à faire travailler leurs enfants, mais comment? Dans la danse. Et c'est une passion pour ces enfants. Nous irons à la rencontre d'une famille, la famille Yamen. Nous parlerons également de la période des vacances. Cette fois-là, c'est avec le voyage des enfants d'une ville pour une autre. Et enfin, nous tirerons la cote d'alerte s'agissant de l'hépatite. Et aujourd'hui, on se rend compte que de plus en plus des personnes sont infectées, et particulièrement les femmes. Voilà le menu de l'émission. Bonjour ma très chère. Ma très chère, bonjour. Aujourd'hui, en effet, on parle du travail des enfants qui est proscrit par la loi. Mais qu'en pensent les parents? Nous le saurons tout à l'heure. Nous le saurons donc dans un instant et nous parlerons avec notre invité. Notre invitée se nomme Dora Sendé. Elle est la coordinatrice du collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfant. Bonjour. Bonjour Clarence. C'est un plaisir de vous retrouver. Moi également, ça faisait belle lurette qu'on ne s'était pas rencontrés encore. Tout à fait. Et donc il y a ma très chère. Bonjour. Bonjour, je ne sais pas si je suis aussi la très chère, mais je suis obligée de dire bonjour la très chère. Voilà. Alors, Dora Sendé, on parle du commerce des enfants commerçants. C'est comme ça que j'ai choisi de nommer ces enfants-là. Le commerce de ces enfants, est-ce qu'on va considérer cela comme le travail des enfants? Est-ce qu'on va considérer cela comme la traite des enfants? Où est-ce qu'on va situer? En fait, nous pouvons le prendre sur les deux angles. Parce que si on rentre en profondeur, on trouvera que quelque part, il y a traite. Mais en général, ces enfants qu'on rencontre dans les rues passent le temps à travailler parce que, entre guillemets, disent-ils, veulent aider les parents par rapport à leur rentrée scolaire. Mais en réalité, quand nous allons très profondément dans les recherches, nous trouverons que ces enfants sont exploités. Parce que, exploités par qui? Par les parents. Là, il y a force quoi? Par les parents. Donc, par les parents. C'est la traite ou l'esclavage, plus ou moins. Parce que la traite, c'est le commerce illicite que font les enfants. Donc, c'est ça la traite. Donc, moi, je dirais que c'est une forme de traite faite par les parents aux enfants. Parce que quand on va dans la profondeur des choses, on trouvera que la plupart du temps, quand on interpelle ces enfants, ils vous diront toujours « Maman est à la maison, papa est à la maison ». Je ne sais pas, Clarence, si vous vous souvenez, une fois on parlait aussi de ce commerce des enfants. On avait rencontré un enfant qui portait un plateau de canne à sucre sur la tête. On lui a racheté son plateau de canne à sucre, mais quelques mètres plus tard, on l'a retrouvé avec son autre plateau de canne à sucre. Est-ce qu'il aime ce qu'il fait ou alors il a les enfants trouvent toujours quelque chose qu'ils font amusant et ils se plaisent là-dedans. Mais ça ne veut pas toujours dire qu'ils aiment. Mais ils se plaisent parce qu'ils se disent qu'ils sont en train d'aider les parents. Mais à quel moment est-ce que c'est critique? Parce qu'on reconnaît quand même qu'on peut commencer à travailler à 14 ans. Ça, c'est le code du travail. Voilà. Et on nous parle des conventions internationales qui indiquent 17 ans. Au Cameroun, qu'est-ce qu'on va dire? À quel âge est-ce qu'un enfant peut commencer à faire ce commerce-là? À 14 ans? À 14 ans. Ou à 17 ans? Entre 15 et 17 ans. Entre 15 et 17 ans, c'est normal qu'on trouve un enfant de cet âge-là dans la rue portant un plateau parce qu'on se dit qu'à 15-17 ans, beaucoup plus, on est capable de peser le pour et le contre. Parce que dans ce travail des enfants dans la rue, il y a beaucoup de dangers. Or, l'enfant de 17 ans ne s'apprêterait pas à suivre quelqu'un qui l'interpelle en lui présentant peut-être un billet de 10 000 francs. Il a quand même le sens de la Il a quand même le sens du discernement déjà, alors que celui de 5,
7, 8 ans, comme vous le disiez tantôt, ne peut vraiment pas. Tout ce qui l'intéresse, c'est rentrer à la maison avec de l'argent, très content de présenter à sa mère ou à son père qu'il a vendu. Alors, Dora Sende, vous avez fait un plaidoyer il y a quelques années dans le but de solliciter l'aide des autorités administratives pour interdire le commerce des enfants. Alors, quels sont les résultats? Les résultats, au niveau du département du Vouri, parce que c'était ça, mais l'année dernière, Bafoussam, la Sanaga maritime avait suivi. Mais je n'ai pas suivi de comité ou de décision venant du préfet qui interdisait ce commerce. Donc, je me pose la question, effectivement, qu'est-ce que les autorités... Ça veut dire que vous n'avez pas atteint votre but alors? Je n'ai pas atteint mon but par rapport aux autorités, mais j'ai atteint mon but parce que les affaires sociales, la promotion de la femme et de la famille étaient dans le même objectif que moi. Mais alors, on se rend quand même compte que dans la région de l'Ouest et dans la région du Centre, il y a des mesures qui ont été plus ou moins prises dans ce sens-là. Est-ce qu'on va dire que vous avez initié quelque chose qui a quand même porté fruit, même si ce n'est pas dans le département? Oui, disons qu'avec les collègues des autres régions, ça a porté fruit. C'était une initiative qui venait du COFEP avec les autres collègues de la région de l'Ouest, Bafoussam en général, et la Sanaga maritime et DEA. Pour moi, j'ai atteint, parce que comme c'est dans les ondes, c'est quelque chose, même si le Vouri n'a pas réagi, du fait que les médias ont répercuté le message, je pense que le but avait été atteint. Le but a-t-il été atteint? On va le voir. Quelles sont les raisons du commerce des enfants? Nous les avons rencontrés. Nous avons également rencontré quelques parents qui justifient l'action. On a vu le commerce des enfants s'accroître dans nos rues au fil des années. Le pic de la présence de ces petites mains dans les marchés est atteint pendant la période des vacances. Quand on leur demande ce qu'elles vendent, les réponses sont diversifiées. Je vends les passoires, le filtre, les jeux d'enfants, un peu de tout. Les arachides, un peu comme ça chaque vacances. Je vends l'eau. Je vends la cigarette, les biscuits et les bonbons. Et aussi le whisky. Arachide pour évoluer vers mouchoirs et biscuits. Mais tenez-vous tranquille, nos mini-chefs d'entreprise font désormais la cuisine pour notre service. Je vends le pain viande. Dès que je rentre du marché à 16h, je prépare la viande. Maintenant à 5h30, je me lève et fais fouille. Je me lave à 6h30 de pas. Je m'en vais à boulangerie chercher le coffre. La raison de la présence des enfants commerçants dans les artères de nos villes est connue de tous. En fait, presque comme en chœur, on a droit à la même réplique. Pour payer mon école, pour aider ma mère à payer ma pension, ma fourniture scolaire. Pour ce faire, un emploi de temps est bien dressé par ces derniers et le chiffre d'affaires pronostiqué. Je peux vendre 2000 par jour si je fais 4 tours. Je peux même faire 3 tours, 2500. Ou bien même 2 tours, 1000 francs comme ça. Je sors à 10 heures comme ça. Vers les 18 heures, je suis déjà à la maison. Certains parents prennent pour alibi de cette forte occupation des espaces marchands par les enfants la conjoncture économique. Il ne trouve rien de mal là. Si il est dans une famille aisée, oui, mais s'il n'est pas dans une famille aisée, il va se battre. Même pour aider les parents à la fin de l'année, les vacances, à payer même sur les cahiers. Donc moi, je ne trouve pas l'inconvénient à ce que l'enfant vienne se battre au marché. Mais pour le délégué régional des affaires sociales pour le littoral, aucun prétexte ne saurait le justifier. Les parents ne mesurent pas toujours que cela constitue une atteinte à ce qui devrait permettre à un enfant de laisser éclore tout ce qu'il a de positif. Certains parents rétorquent que c'est pour des besoins de socialisation. Oui, parce que dans nos communautés, il faudrait apprendre à un enfant à se débrouiller. Mais il y a des cadres au sein desquels on peut encore admettre cela. Il y a des parents qui ont des boutiques, des mamans qui peuvent exposer des produits devant leur cour
Oui, ça encore. Parce que ça, c'est pas le travail des enfants en tant que tel. C'est des enfants qui aident leurs parents. Parce qu'on demande aux parents aux enfants d'aider leurs parents. Mais là où le bas blesse, c'est d'entendre des enfants dire « Papa dit que c'est moi qui dois préparer ma rentrée ». Non. Parce qu'être parent, c'est assumer ces responsabilités-là. Ainsi même, dans le processus de socialisation, il est important de prendre la mesure des risques que courent les enfants. On se rend compte tout de suite que les parents évoquent la pauvreté, le personnel administratif déclare que ce n'est pas une excuse. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que je dis? J'ai toujours l'habitude de dire que nous avons eu et nous avons des grands hommes de ce pays qu'on nous a toujours dit qu'ils ont fait ci, qu'ils ont fait ça. Et ils ont des enfants. Ces enfants-là, je ne peux pas citer, mais je n'ai jamais entendu qu'un de ces enfants a été dans la rue pour vendre, pour l'aider. J'ai jamais entendu. Et pourtant, ces parents-là, tels qu'on nous les présente, avant qu'ils ne soient ce qu'ils sont aujourd'hui, on nous les a toujours présentés, pas comme des parents nantis, mais des familles modestes qui essayaient de soutenir leur famille. Ils sont partis de quelque part et que voilà. d'autres enfants, Et quand on le dit, c'est pour montrer qu'ils sont partis de quelque part et qu'ils sont les repères de certaines personnes. Mais on n'a jamais cité un enfant de ces parents-là qui a été vendu dans la rue. Mais les enfants de leur côté, ça ne leur pose pas de problème. Apparemment, ils avouent le faire avec plaisir, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que c'est pas, ça vous pose pas un problème particulier à vous? Parce que les enfants disent qu'on a rencontré dans la rue qu'il n'y a aucun souci à aider leurs parents. Bon, ben, vous savez, un enfant et son parent, l'enfant trouve toujours que le père est le modèle. Et que l'enfant se dit toujours que mon père ne peut pas m'envoyer là où il y a le danger. Et il le fait sans toutefois savoir que son père aussi est ignorant du danger que l'enfant court. Parce qu'au bout de 2 semaines ou de quelque temps, on entend dans les radios, chez vous ici, un enfant qu'on recherche, dont les parents, à ce moment-là, se rendent donc compte que, tiens, ce que nous sommes en train de faire n'est peut-être pas une bonne action. Alors, le délégué des affaires sociales nous a avoué qu'étant petit, il vendait des bonbons et que c'était un processus de socialisation. Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, on nous dise que c'est différent, on ne doit pas le faire, on ne doit pas accepter que les enfants aillent vendre? Le délégué, je ne sais pas, il l'a avoué, il l'a déclaré. S'il l'a avoué, c'était aussi un plaisir pour lui, mais je ne pense pas. C'était pas pour encourager. Ce délégué que je connais très bien, je pense tout simplement que c'était pour lui un plaisir et je ne pense pas il le faisait certainement au sein de l'établissement, pas dans la rue. Alors, voilà, il y a cette distinction qui est faite. C'est-à-dire qu'on peut admettre que les enfants vendent au sein d'un quartier, peut-être parce qu'ils connaissent les gens du quartier, mais pas dans la rue parce que forcément ils ne connaissent pas les gens dans la rue. Est-ce un problème d'encadrement justement, qu'ils vendent mais qu'ils soient encadrés? Un problème d'encadrement, quand on va dans la rue, ce n'est plus l'encadrement. Comme le délégué vendait certainement devant la case de son père ou alors à l'enceinte de son établissement scolaire, il n'y avait pas trop de danger. Bon, ceux qui vont dans la rue, moi c'est là où le problème se pose. Celui qui va dans la rue est sujet à tous les dangers possibles. Donc, je pense que les parents ne devraient pas encourager ça. Et comment expliquer le fait que certains enfants, la plupart qui vendent d'ailleurs dans les villes, viennent des autres villes du Cameroun? Ça veut dire ils sortent parfois de l'ouest, du sud ou nord-ouest. Non, mais c'est des enfants qui viennent en vacances chez les parents, les soi-disant parents, qui les prennent chez les tantes, les oncles, ils viennent en vacances. Alors, pour que l'enfant retourne à l'école bien nanti, il faut bien qu'il serve à quelque chose. C'est ça, moi je pense, c'est toute la raison pour moi. L'enfant vient aider, l'enfant vient en vacances. Le parent qui l'admet en vacances n'a peut-être pas les moyens de le faire rentrer comme il l'aurait souhaité. En ce moment-là, il lui dit, bon, mais tu veux rentrer, tu es en vacances, tu ne vas pas venir croiser les bras, il faut que tu fasses quelque chose. C'est ça qui va payer tes cahiers. Mais alors, quand même, il y a un paradoxe, parce que les enfants nous disent qu'ils le font, comme ma très chère le rappelait tout à l'heure, ils le font avec beaucoup de joie. C'est-à-dire qu'ils préfèrent venir
travailler, je ne sais pas si on va appeler ça comme ça, faire du petit commerce, être des petits chefs d'entreprise et gagner de l'argent plutôt que de rester au village parce qu'ils n'auront pas forcément la chance d'attraper des francs CFA par-ci par-là. Clarence, je vais te donner un témoignage. Ces enfants, c'est même pas les parents qui leur donnent le fonds de commerce. Pour la plupart que j'ai rencontrés, vous savez, à Douala, la plupart de ces enfants viennent du côté de Mambanda, donc du côté de Bonabéry où je réside. Donc, ces enfants, pour ceux que j'ai interpellés, souvent, c'est la tante, c'est la grande sœur qui donne l'argent, mais qui profite de cet argent, c'est la mère, c'est le père. Oui. Le père. Alors, on va parler des risques à présent. Ça, c'est l'exploitation pure et simple. Et moi, c'est quand même par rapport à ce que Dora Sende dit, on a travaillé ensemble il y a quelques années sur ce sujet d'ailleurs, et c'est pour ça qu'elle parlait du témoignage de tout à l'heure de l'enfant qu'on avait rencontré. On a acheté le plateau et quelques mètres plus loin, il avait un autre plateau. Il avait un autre plateau. Donc il continuait son commerce. Alors, est-ce qu'une façon de dire que les enfants eux-mêmes apprécient exactement ce qu'ils font? Est-ce qu'ils sont conscients eux-mêmes des dangers auxquels ils sont exposés? En tout cas, nous allons suivre ce reportage qui va nous en dire plus. Viol, arnaque, les enfants commerçants s'exposent au quotidien à de nombreux risques. Je viens déposer ma marchandise, je suis venu qu'on avait volé, mais j'ai déjà fait, on ne peut plus rien faire. Il y a souvent les faux billets qu'on nous donne. Il y a souvent parfois qu'un motoman, un taximan s'arrête subitement devant toi. Il te dit qu'il veut un paquet là, c'est 1000, ça coûte 1000 francs. Tu sois un 10 000 francs en claquant, toi tu te dis que tu as vendu, arrivé à la maison, tu trouves que c'est un faux billet. Des dangers qui, pour la plupart, sont de simples obstacles à surmonter. On peut gagner comme on peut perdre. Car conjoncture économique oblige, il faut apporter sa pierre à l'édifice. Pour avoir un peu d'argent, non, pour subvenir à mes besoins. Je vends pour mes propres besoins et aider mes parents à certaines occupations aussi. Une initiative soutenue par quelques parents. Ça dépend de l'âge de l'enfant. Si l'enfant est suffisamment grand, qui peut participer. Parce que les temps sont devenus tellement durs au Cameroun en ce moment que les parents n'envoient pas les enfants parce qu'ils n'aiment pas leurs enfants, mais c'est parce que c'est dur. C'est vraiment dur, c'est que vous n'imaginez pas. Qui reconnaissent tout de même le côté dangereux, surtout pour les tout-petits. C'est pas bien non plus d'envoyer des tout-petits enfants de 8 ans, 6 ans, 7 ans d'aller vendre. Non, c'est pas bien, c'est des bébés. Ils peuvent leur arriver n'importe quoi, mais seulement. Si l'enfant a dans les 15 ans, 14 ans, c'est bon, il peut aider. Un autre constat saute à nos yeux. Il n'y a pas que dans la rue que les enfants sont exploités. Nous avons reçu un cas de 2 jeunes filles qui sont parties de leur village pour venir aider leur tante, mais qui étaient victimes de sévices corporels. Non seulement que physiquement, on a exploité leur énergie, mais ils ont été bastonnés. Il a fallu l'intervention de la CNDA pour que cette situation s'arrête. Ça aussi, c'est un autre cas. Il y a aussi des cas dans les orphelinats. Il faut aller dans certains orphelinats, on va trouver les enfants, on dit que ce sont les orphelinats, mais ces enfants aussi travaillent. Et même si ces derniers disent être fiers de leurs activités, je suis content de vendre parce que ça m'aide aussi mes parents. Je suis très heureuse de faire ce travail. Et envisagent pour certains des projets d'avenir. J'ai prévu que je vends cette année, l'année prochaine, je vais commencer à faire les stages de vacances. Mon objectif, c'est de mettre 1000 francs chaque jour, au minimum 1000 francs chaque jour dans la caisse. Pour les pouvoirs publics, cela reste de l'exploitation pure et simple. Ça va être condamnable. Et même pour ces enfants, il faudrait qu'on leur dise, comprenez que vous êtes à construire. Et lorsque vous vous exposez, vous mettez votre vie en danger. Aux parents, nous disons, ces enfants, nous savons que vous les aimez beaucoup. Mais comme vous les aimez, évitez de les exposer à des risques qui peuvent porter atteinte à leur intégrité physique, à leur intégrité morale, à leur intégrité mentale. Et alors aux auteurs de traite, c'est très dangereux. Il faut déjà leur dire que la loi est là et qu'ils sont en train d'enfreindre la loi parce qu'ils utilisent une main d'œuvre infantile pour des desseins essentiellement guidés par leurs intérêts égoïstes.
Les risques sont de divers ordres. On parle de viol, de vol. D'ailleurs, la dernière fois, on parlait de tentative de viol sur une petite fille. Oui. On a évoqué le sujet d'ailleurs sur ce plateau. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus un problème de recettes, Et plus ils sont jeunes, plus ils sont floués parce que trompés même aussi, et puis les risques sont énormes véritablement. Alors, on revient donc sur Madame Sindé. Quel est votre avis? Parce que finalement, les enfants disaient être très très contents, mais est-ce qu'ils devraient travailler ou devraient faire ce petit commerce? Ben, les enfants ne devraient pas faire ce petit commerce parce que je me pose la question, si l'on attendait cet enfant, la naissance de cet enfant, pour renflouer les caisses ou alors pour compléter l'absence des parents qui n'arrivent pas effectivement à s'occuper de leurs enfants. Moi, je dis, c'est l'irresponsabilité parentale. Quels sont les cas que vous avez répertoriés? Je vais dire les risques encourus. Les risques encourus. Que moi-même, j'ai fait une expérience. Devant ma maison, j'ai rencontré un jeune garçon qui vendait, je sais pas, les hommes appellent ça les condoms, les whisky qui étaient... les whisky en sachet. En sachet, je crois qu'on a même interdit ça. Mais je dis à ce garçon, mais qui t'envoie vendre? Je dis, mon grand frère, il est où? Il me dit, il est à la boutique. Je dis, bon, moi, je prends ce plateau et va m'appeler ton grand frère. Va lui dire qu'une dame m'a arraché le plateau et je sais là où elle habite. Alors le grand frère est arrivé et courroucé, vraiment prêt à bondir dessus. Je dis, mais monsieur, mais je peux vous enfermer là où vous êtes là. Vous savez quel âge a votre petit frère? Il me dit 12 ans. Je dis, mais attendez, vous l'exploitez. Supposez que j'étais quelqu'un, la société est devenue très perverse. Supposez que j'étais quelqu'un, d'abord je fais boire le whisky à ton petit frère et deuxièmement, je fais de lui tout ce que je veux et qui va souffrir? Qui va souffrir? Peut-être même que vous n'allez pas le retrouver. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est cette jeune fille qui avait son plateau d'arachide sur la tête. Deux messieurs en Mercedes veulent acheter des arachides, sortent un billet de 10 000. Heureusement, ça se passait auprès d'une station d'essence où j'ai l'habitude de consommer, toujours à Bonabéry, et celui qui était de garde ce jour-là me connaissait et avait mon numéro de téléphone et savait ce que je fais. Alors la petite, le monsieur, la petite dit non, j'ai pas la monnaie, je n'ai même pas encore vendu. Dit non, on va aller plus loin, on va aller faire la monnaie. Ils invitent la petite fille. Oui, on va aller. Alors le pompiste qui suivait bien m'appelle, me dit, Maman Dora, il y a quelque chose qui se passe. Il m'explique, j'ai dit, prends le numéro de la voiture et fait en sorte que la petite n'aille pas avec eux. Et c'est ce qu'il a fait. Alors, je ne sais pas si les parents se rendent compte de ce genre de situation. C'est bon d'en parler ici pour que les parents qui sont dans la maison ne savent pas ce qui se passe dehors avec ces enfants qui vendent dans la rue. On parle également de ces autres enfants qui sont également exploités dans les domiciles. Ça veut dire il y a des enfants qui viennent aussi en congé et qui se retrouvent en train d'être des filles de ménage ou des garçons de ménage à la maison. Quel est votre avis là-dessus? Ben, je pense que les pouvoirs publics, déjà il y a une convention internationale sur le travail domestique en général, en particulier sur ces enfants, sur ces filles surtout, parce qu'on dit le titre c'est valorisons le travail domestique. Mais ces enfants qui viennent, ils ne viennent pas toujours en vacances. Ils sont peut-être du côté de l'ouest, du côté du nord-ouest. Les parents qui sont en ville vont les chercher et c'est eux qui perçoivent le salaire de ces enfants. Ah bon? Oui. Parce que avec la complicité des parents. Non, les parents, eux, ils ne savent pas. L'oncle est venu chercher l'enfant, l'enfant va travailler à Douala, mais c'est l'enfant, c'est l'oncle qui perçoit le salaire. Donc vous avez des cas comme ça. Et on a évoqué également dans les orphelinats des enfants qui sont exploités à des fins de ménage également. Est-ce que vous en avez entendu parler? Dans les orphelinats,
Je ne pense pas. Madame Kokombo de la Commission des droits de l'homme qui nous l'a révélé quand même. Oui, c'est sûr, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Ça veut dire qu'elle a vécu un cas et c'est bon parce que ces orphelinats-là que nous voyons, allez-y voir, hein, vous verrez vraiment si c'est des orphelinats. Parce que je pense qu'il faut que les pouvoirs publics réfléchissent encore par rapport à ces orphelinats. Il y a trop de choses. Et on nous apprend également que les enfants, la plupart qui font du petit commerce, puisqu'ils sont en contact avec certaines personnes dans la rue, finissent toujours par être des agresseurs ou quelque chose comme une sorte de bandit. Qu'en est-il? Non, je pense qu'il ne faut pas confondre. Hein. Il ne faut pas confondre les enfants en situation de rue et les enfants qui font le commerce dans la rue. Les enfants en situation de rue, c'est des enfants qui résident dans la rue, qui n'ont pas de maison. Mais les enfants qui sortent le matin, comme ils vous disent, ils veulent être des chefs d'entreprise. Ils font comme tout le monde, comme vous et moi. Ils sortent le matin avec leur plateau sur la tête, ils vont vendre. Donc vous estimez qu'on a juste stigmatisé ces enfants en disant qu'ils vont... Non, je ne pense pas. Parce que c'est des enfants qui partent de quelque part et qui savent qu'ils doivent revenir à la maison. Voilà. Donc la situation est différente. Quelles sont les mesures répressives qui sont prises après l'ensemble des plaidoyers dont on a entendu parler ici? Qu'est-ce qui est fait? Est-ce que ça marche? Voilà la question à laquelle on a essayé de répondre dans ce reportage. Initier les enfants au commerce très jeunes, pour les parents, c'est un signe de socialisation. Il faut pouvoir tout apprendre aux enfants parce qu'aujourd'hui la vie est très très difficile. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer les tout petits en route. Déjà, on peut envoyer les enfants à partir de 12 à 14 ans. Les petits enfants de 12 ans peuvent vendre peut-être des arachides dans le quartier, mais pas en pleine ville. Mais dans la ville comme ici, on peut apprendre les enfants à vendre par exemple des chaussures, trier des trucs dans la friperie. Moi je pense que ça permet aussi aux enfants de comprendre les réalités de la vie. Dit comme cela, dans certains contextes, c'est acceptable, mais pas dans d'autres. Au lieu de parler du travail des enfants, il faut parler de la traite. C'est la traite qui existe actuellement. Parce que nous tous, nous sommes responsables. La traite des enfants, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui font déplacer les enfants des campagnes pour la ville et qui travaillent pour eux. Soit vous avez une ménagère qui travaille pour vous, mais que vous ne payez pas normalement comme cela se doit. Alors, ce sont des abus, des violations des droits de l'homme parce que le Cameroun est partie intégrante des conventions internationales. Vous êtes entré dans des foyers, vous voyez ce que les enfants font. Il y a des enfants qui se lèvent le matin, ils travaillent du matin au soir. Nous avons des sociétés ici à Douala où les enfants travaillent de 6h à 18h. Il y a des sociétés qui ne recrutent que les enfants âgés de moins de 17 ans. Or, la Convention des Nations Unies dit qu'on est enfant, qu'on est âgé de moins de 17 ans. C'est vrai qu'il y a des textes qui disent que l'enfant peut commencer à travailler à 14 ans. Est-ce qu'un enfant de 17 ans peut raisonner, peut dire non face à l'emploi? Ça veut dire qu'il est obligé d'accepter. Et nous avons aussi même des sociétés qui emploient des enfants. Vous travaillez de 6h à 18h pour 1250 francs. Bon nombre d'enfants rencontrés à Douala viennent des autres villes ou régions du Cameroun, toujours à la quête des frais de scolarité. Je viens du village Penka-Michel. Je profite aussi pour l'occasion de faire le tourisme, pour voir ce que je n'ai jamais vu auparavant. Ma mère vit ici à Douala, mais moi je viens encore ça-bas. Aujourd'hui, des plaidoyers de divers ordres ont été adressés aux autorités administratives afin de mettre un terme au commerce des enfants. Les régions du centre et de l'ouest l'ont interdit, mais sur le plan pratique, beaucoup reste à faire. Ce qui est même plus dangereux, c'est de trouver les auteurs de traite avoir leurs enfants tranquillement à la maison. Alors qu'eux, ils sont en pleine situation d'utilisation des enfants. Ils savent. Mais cela ne dédouane pas les autorités administratives et les responsables techniques que nous sommes. Parce que vous savez que cette information, cette sensibilisation, cette éducation ne doit jamais s'arrêter. Et il y en a peut-être qui se retrouvent là-dedans parce qu'ils ont vu le voisin le faire. Je crois que nous avons notre rôle, c'est de ne jamais s'arrêter, de penser qu'on a trop fait. Non. On doit continuer cette sensibilisation. Dans certaines situations, on peut encore être interloqué
pour finalement se demander où se trouve le bon sens. Les gangs, le coquille. Il n'y a plus personne d'autre qui peut l'aider. Si on appelle mon grand-père, il va refuser. Et si je l'ai laissé à la maison, je devais venir vendre avec qui? Je ne pouvais pas les laisser à la maison. Il fallait qu'ils viennent vendre à la maison. Il fallait qu'ils viennent vendre ici au marché avec moi. Oui, parce que je ne pouvais pas les laisser à la maison, seul. Ainsi donc, le commerce des enfants, traite ou irresponsabilité parentale, on attend toujours que le taureau soit tenu par les cornes. Alors, on l'a dit préalablement, dans la région de l'Ouest et du Centre, il y a certaines mesures qui sont prises. On a entendu parler d'un commissaire qui, lui, attrape des enfants, les enferme le temps que le parent arrive, et lorsqu'il faut remettre l'enfant aux parents, enferme le parent en guise de sensibilisation. Et des sanctions. Et des sanctions. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je crois que c'est une très bonne action. C'est une bonne action. Vous félicitez cette action. Je félicite ce commissaire. Il mérite qu'on lui donne encore un autre galon. Et comme ça, les parents vont se demander si c'est lui qui va leur donner de l'argent. Non. Les parents se cachent toujours derrière la pauvreté. Il faut que les gens arrêtent de mettre tout derrière la pauvreté. Il faut que les gens arrêtent. C'est vrai. La pauvreté est là, mais bon, on peut toujours se passer de la pauvreté. Ces parents-là, qu'est-ce qu'ils font? Eux aussi travaillent. Quand les enfants sont à l'école, qu'est-ce qu'ils font? Ça veut dire qu'ils peuvent continuer à travailler au moment où les enfants sont, pendant que les enfants sont en vacances. Alors, existe-t-il des commerces types pour les enfants? Oh, pour la plupart que je rencontre, c'est les arachides, c'est les cannes à sucre, c'est les, comment on appelle ça, les ignames jaunes. En fait, tout dans l'alimentaire, quoi. Pour la plupart. Vous parliez tout à l'heure des whisky en sachet et vous disiez c'est pas pour les enfants. Donc on dit c'est pas pour les enfants. Qu'est-ce que les enfants doivent vendre? Qu'est-ce qu'ils doivent pas vendre? Les enfants ne doivent rien vendre. Ah d'accord, de façon générale. De façon globale, on accepte rien. Mais on pourrait tolérer quand même. Non, on ne tolère rien. D'accord. On ne tolère rien. On n'attend pas l'enfant pour, comment dirais-je, boucher ses fins de mois. Non, les enfants déjà partent de l'école après avoir travaillé 9 mois. Maintenant, ils vont en vacances. À quel moment est-ce que ces enfants-là vont se reposer pour reprendre encore l'année qui arrive? Alors, est-ce que vous diriez aux parents qui le font d'essayer d'analyser leur planning familial, s'ils ne peuvent pas s'occuper de tel nombre d'enfants, ralentissez un peu, pédale douce? Je ne sais pas. Parce que de toutes les façons, les enfants sont déjà là. Donc, aux parents qui sont encore en train de fabriquer des enfants, qui sont à l'œuvre. Il faut quand même comprendre qu'à l'époque, la société camerounaise, les enfants faisaient la force. Donc, quelqu'un se permettait de faire autant qu'il en pouvait si la compagne tient. Bon, c'était le monsieur se sentait, parce qu'il disait toujours, ah, si je meurs, j'ai des gens qui peuvent m'enterrer. Et puis on parlait de la main d'œuvre aussi, en ce qui concerne les enfants. La main d'œuvre dans la famille? Oui. Quelle main d'œuvre? On pouvait travailler les champs parce qu'il y avait beaucoup plus d'enfants pour travailler les champs. Et là, mais les enfants sont petits. Comment est-ce qu'un enfant qui est petit va travailler le champ? C'était leur idée en fait. Oui, c'était leur idée, mais c'est une idée qui est proscrite. Pour moi, ça doit être proscrit. Un enfant est fait pour jouer. Un enfant est fait pour s'amuser. Mais comment décourager un qui dit vouloir aider sa famille? S'il en a la force, mais en discutant, il faut essayer quand même de l'en persuader que vraiment c'est pas bien pour toi, tu dois te reposer. Tu auras le temps de faire tout ça. Alors, malgré les mesures répressives des autorités administratives annoncées dans la région du Centre et de l'Ouest, on revient dessus, on se rend quand même compte que les enfants sont toujours dans la rue. Ça veut dire que ça ne marche pas. C'est aussi un peu votre travail, parce que les autorités n'ont pas de voix, comme vous en avez. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cela. C'est déjà une avancée par rapport à ce que nous faisons aujourd'hui. Et il ne suffit pas tout simplement attendre ce jour. C'est un travail de longue haleine.
C'est un travail de longue haleine. Nous devons le faire continuellement et peut-être même sur des plateaux ou des radios, interpeller le pouvoir public en leur disant nous faisons notre travail, mais aidez-nous aussi à faire ce travail parce que vous êtes supposés garantir la sécurité des personnes et des biens. Et qu'est-ce que vous pourriez dire aux parents? Les parents, ce que je dis aux parents, c'est que quand tu fais ton enfant, tu lui donnes tous les noms possibles, bout de chou. Pourquoi est-ce que tu envoies ton bout de chou dans la rue, victime de plusieurs dangers? Chers parents, soignez bien vos enfants. Voilà. Merci beaucoup, Madame Sendé. Dora Sendé, donc, je le rappelle, qui est la coordinatrice du collectif des femmes pour la protection de l'environnement et de l'enfant. Vraiment, ça a été un bonheur de vous avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on parle des enfants, mes cheveux se soulèvent parce que je n'arrive toujours pas à comprendre comment l'enfant qu'on a porté 9 mois dans le ventre, soit on le jette, soit comme ce qui va arriver là, je ne comprends pas. Alors, on va sortir d'une situation pour une autre. Les enfants commerçants, les petits chefs d'entreprise ou les petits commerçants pour des enfants danseurs. Il s'agit de la famille Yamen. Les parents consentent à ce que les enfants dansent et ça dure depuis des années. Comment est-ce qu'ils font? J'ai été moi-même surprise et je me suis dit, il faut en faire un sujet. On regarde. Elles ont décidé de former le Destiny Crew. Elles, c'est Astrid, Cameron et Judith. Âgées entre 10 et 13 ans, elles ont voulu faire de leur passion une réalité. Ce qui m'a motivée, c'est parce que j'aimais beaucoup voir les stars télé danser et moi, je veux aussi faire la même chose comme eux. Nous voulons être comme les autres stars que nous voyons à la télé. Exemple, comme Tata Ferrari et Ismaëlia, Monieka et plein d'autres. On pourrait dire qu'elles sont sur la bonne voie. Et pour ceux qui veulent savoir comment toute cette grande aventure a commencé, le groupe a commencé à l'arbre de Noël avec Tata Clarence à Canal 2. En effet, l'épopée débute en 2009 au cours de la première édition de l'émission Arbre de Noël. 3 fillettes aux allures de stars éblouissent le plateau. Depuis cette année-là, les filles n'ont raté aucune miette du programme et se sont toujours présentées avec un pas de danse harmonisé. Il y a une touche parentale souvent. Quand je trouve par exemple, peut-être s'il y a l'horreur, parce que moi-même je suis une danseuse, mais sinon elles dansent toutes seules. Maman et papa toujours à leur côté, le couple Yamen reste vigilant sur le plan de l'éducation. Les enfants sont tout d'abord très doués à l'école, aussi qu'elles sont très douées dans la danse parce que la danse pour elles c'est une passion. Et à l'école déjà, qui est notre objectif principal, nous les parents, nous veillons à ce que ce soit le point de mire parce que la danse pour elles, ou alors la musique en général, c'est une passion pour elles, mais aussi ça devrait passer, pour nous les parents, ça passe en second plan, parce que le plan principal, c'est leur cursus scolaire et nous veillons absolument à cela. Toute une famille de stars, pourrait-on ajouter, le petit dernier n'est pas en reste. L'aîné, quant à lui, joue le rôle de programmateur. Je leur fais les mixtapes, je les arrange les sons, je les programme les sons, je les cale les sons. Bref, leur musique, c'est moi qui le fais. Astrid, Cameron et Judith côtoient déjà les plateaux des artistes de grande renommée, mais bien entendu, sous l'encadrement parental.
quand on regarde cette famille, on a juste envie d'être enfant. Hein? Les enfants, pour pouvoir Astrid, Cameron, danser. Judith. Voilà. Je ne savais pas que certains parents autorisaient ce genre de... Surtout chez nous, mais c'est bien quand même parce que en même temps, lorsqu'on se rend compte que l'enfant excelle dans un domaine, il faut pouvoir l'encourager. Alors, ces enfants sont déjà passés 3 fois de suite dans l'arbre de Noël. L'émission des tout-petits qu'on organise sur Canal 2 en décembre. Et donc, voilà, elles sont toujours promptes à être là et toujours accompagnées de leurs parents. Ça, il faut le préciser. Pour souligner leur accord, leur volonté à pouvoir les encourager dans ce qu'ils font. Oui, et donc on a là de petites chorégraphes. On va parler d'actualité à présent, ma très chère. Oui. Et on va commencer peut-être par cette dernière actualité qui concerne l'actualité assez chaude. On va le dire comme ça, l'enlèvement des otages de Kolo Fata, oui. Parmi lesquels, bien entendu, l'épouse du vice-premier ministre chargé des relations avec le Parlement. Oui. Et donc on sait que ça s'est perpétré par les membres de Boko Haram. C'était le dimanche 27 juillet 2014. On a suivi à un moment l'actualité être un peu chamboulée parce qu'on parlait de libération, contre-libération. Voilà, et on ne comprenait même pas très bien les raisons pour lesquelles elles avaient, enfin surtout la dame du ministre, elle avait été libérée et encore aujourd'hui on nous dit, ben non, ce n'était pas le cas. Elle est toujours retenue par la secte islamiste. Voilà, donc c'est ce qu'on peut retenir. Donc, on espère que tout cela va s'achever dans de bonnes conditions. On croise les doigts. Voilà. Après cette actualité, on va parler de tout à fait autre chose. Ces enfants qui sont enlevés, cette fois-ci à Yaoundé, au quartier Briqueterie. Et encore Briqueterie. Oui, on en compte une quinzaine environ. Et donc aujourd'hui, les parents sont dans la frayeur, ce qui se comprend tout à fait, parce que on a parlé du commerce des enfants. C'était des enfants qui, pour certains, exercer du commerce, pour certains non. Et donc aujourd'hui, des parents qui envoyaient certains de leurs enfants faire du commerce sont réticents. Oui. Et voilà. Mais c'est vrai que quelqu'un disait encore à quelque chose, malheur est bon pour peut-être que ce sera l'occasion pour les parents de pouvoir faire beaucoup plus attention à ce qu'ils font faire à leurs enfants. Tout à fait. Et puis vivement qu'on puisse les retrouver. Et donc, à côté de ces enfants de la briqueterie, il y a d'autres enfants, ceux de Tingelobi, dont on n'a pas souvent entendu parler. Il y a 2 enfants qui ont disparu avant même ceux de la briqueterie ou à l'intervalle du temps de la disparition de ceux de la briqueterie. Donc, 2 enfants de 3 ans qui sont portés disparus depuis des semaines aujourd'hui. On n'en a aucune nouvelle. Non, les parents sont dans le désarroi total. Seigneur, sauve-nous. Et on va continuer avec cette femme qui a injecté du piment à un enfant de 3 ans en Kouaban à Yaoundé. Ma très chère, ça m'énerve. Oui, c'est une information qui a été relayée par Cameroun Tribune. Et donc, on apprend que la dame accusait l'enfant d'avoir cueilli le piment qu'elle faisait pousser dans son potager, le petit Yann. Seigneur. Et elle a eu le courage de prendre du pétrole, de mettre ce pétrole dans une seringue et de pouvoir l'injecter à un enfant. Mais qui es-tu donc, madame? Est-ce qu'elle est humaine? C'est la question que beaucoup de monde se pose. Et de toute façon, elle a été appréhendée. Oui. Et médite son sort derrière les barreaux quelque part. On n'en sait rien pour le moment. Et on va terminer par une nouvelle concernant la beauté et le glamour. Et donc Miss Cameroun. Et donc la nouvelle Miss s'appelle Larissa Ngangoum. Miss Cameroun 2014. Oui. Elle est étudiante en pharmacie aux États-Unis. Elle a 24 ans. Elle a 24 ans et elle s'exprime aisément en plusieurs langues. On nous parle de 3 ou 4 langues, donc parmi lesquelles le français, l'anglais, ou le portugais ou l'espagnol, j'en sais rien. Bravo, et donc elle succède à Valérie Ayena. Le bémol, c'est que comme Valérie Ayena, elle est un tout petit peu contestée. Ah, toujours. On a toujours à redire, de toute façon. Une Miss ne fait jamais l'unanimité. Jamais, parce que, comme dirait quelqu'un, la beauté est relative, mais d'autres disent la beauté s'impose. Mais finalement, je ne sais pas, ma très chère, mais je pense qu'elle a été choisie par les membres du jury qui se sont basés sur des critères fiables. Alors on devrait pouvoir leur faire confiance et nous dire, ben voilà, notre Miss, elle va nous représenter comme il se doit. Donc de toutes les façons, on a la nouvelle Miss Cameroun, c'est ce qu'on retient. On va sortir de ce sujet avec la cote d'alerte, comme je le disais, qui est tirée aujourd'hui s'agissant de l'hépatite. On nous apprend, on l'a déjà dit sur ce plateau, que c'est une maladie qui se féminise. Et aujourd'hui, on compte environ 4 millions de Camerounais qui en sont victimes. C'est la raison pour laquelle justement on tend en parler et parler davantage, parler encore et encore, dans le but de sensibiliser et inviter les uns et les autres à se faire vacciner et se faire dépister. Reportage.
Les hépatites virales B et C constituent aujourd'hui un véritable problème de santé publique au Cameroun. Plus de 4 millions de personnes sont atteintes. Les hépatites B et C peuvent évoluer vers une cirrhose ou un cancer du foie, donc c'est une complication dramatique, pour ne pas dire mortelle. L'hépatite virale C se transmet principalement par contact avec le sang d'une personne infectée, tandis que l'hépatite virale B, présentée comme dangereuse, se transmet par contact sanguin, par le sperme ou tout liquide biologique d'une personne infectée. On sait que la transmission est sanguine, donc il faut éviter des transfusions qui ne sont pas sécurisées et puis les instruments qui sont au contact du sang des malades, il faut une hygiène importante et puis la prévention de la transmission de la mère à l'enfant pour l'hépatite B. Donc si on a ces bonnes pratiques, on peut éviter la transmission. Il ne faut pas oublier que les méthodes modernes de piercing, tatouage et même les scarifications traditionnelles peuvent transmettre. La salive aussi pour l'hépatite B, bon, tout ce qui peut, toutes les sécrétions humaines contiennent le virus B, donc ça peut transmettre. Les traitements ont des tarifs élevés. Ils coûtent en moyenne 110 000 francs CFA. Il est conseillé en guise de prévention. Il y a un vaccin pour l'hépatite B. Bien sûr, j'ai oublié de le dire dans la prévention, c'est une arme importante. Deux pôles pour ce vaccin. Vacciner toutes les populations si possible, d'un côté, et de l'autre, vacciner les enfants. Alors ce vaccin est gratuit pour les enfants au Cameroun dans le cadre du programme élargi de vaccination. Et pour la transmission entre la mère et l'enfant, quand la mère a une hépatite B, à l'accouchement, on demande de vacciner l'enfant immédiatement en salle d'accouchement. Les vaccins se prennent en plusieurs doses. On débourse au moins 10 000 francs CFA par injection. Aujourd'hui, on parle beaucoup de maladies qui se féminisent à cause du taux de prévalence élevé chez les femmes. Dépistage et vaccins sont les premières précautions. Et donc après ce reportage, ma très chère, je pense qu'il est temps de parler de l'idée reçue. Naturellement. Alors, l'idée reçue de ce jour, c'est qu'on ne reçoit jamais, au grand jamais, le premier argent qu'on reçoit de la journée avec sa main. Ça veut dire, ça s'applique surtout aux commerçants, ma très chère. Si vous vendez, vous avez un petit commerce au niveau du marché, vous avez votre boutique, votre vente en porteur, je ne sais pas quoi, je ne sais pas comment vous allez vous arranger, mais toujours est-il que lorsque vous ouvrez votre commerce le matin, évitez surtout que le premier client qui rentre dans votre boutique vous remette son argent dans votre paume. Hein. Non, vous allez lui dire, d'accord, le temps que je serve, jetez le sol. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais jamais les ancêtres nous disent, il ne faut pas recevoir cet argent dans votre paume de main. Alors il faut être doté d'ingéniosité quand même pour dire aux clients, s'il vous plaît, il faut mettre ça sur la table. Non, non, on peut faire autrement. Comme je suis en train de servir là, il faut mettre ça sur la table ou vous jetez au sol. Donc, il ne faut pas lui dire, je ne prends pas ça. Il va trouver ça bizarre et il va s'en aller, vous perdrez votre client. Alors, parce que les ancêtres nous disent que si vous le faites, qu'est-ce qui va se passer, ma très chère? Alors, vous commettez la plus grave erreur de votre journée. Parce que je parle de cette journée-là. Oui. Il se passe que vous la gâchez totalement. Entièrement. Parce qu'ils disent, les ancêtres, qu'on ne connaît pas le front. Quand on parlait de front à l'époque, c'est que c'est votre façon d'être, c'est votre main, on ne sait pas ce que vous avez fait, parce qu'en touchant la paume de l'autre, ça peut vous transmettre la malchance et tout ça. Ne nous demandez pas comment, mais les ancêtres nous ont dit, lorsqu'il y a ce contact-là, l'argent dans la paume de main, directement, ça donne la poisse. Vous allez passer toute votre journée à attendre d'autres clients qui ne viendraient pas. Et s'il y a un malheureux qui se présente finalement devant vous, il va discuter le prix jusqu'à... pour acheter, pour que le prix soit revu à la baisse. Et finalement, c'est vous qui perdez. Alors, après avoir vécu plusieurs fois cette expérience malheureuse, nos ancêtres ont conclu que jamais il fallait prendre le premier argent de la journée. Alors, si vous ne nous croyez pas ou vous ne les croyez pas, essayez. Il y a de risques et périls. Et voilà, merci ma très chère, on va sortir de cette émission avec ce reportage sur les vacances. Vous avez vu, toute cette émission a été consacrée aux enfants, même si on a fait un petit bémol. Aux enfants, pourquoi? Eh bien, parce que ce sont les vacances et qu'on les aime bien. Les vacances, comment ça se passe? Comment est-ce qu'on compte, est-ce que les enfants comptent les passer? On regarde.
C'est la période des vacances et les tout-petits sont aux anges. Pour ceux qui peuvent bénéficier de cette période de trêve, c'est une joie. Marc Aurel et Ange Dominique attendent de prendre le bus. Je vais aller voir une papelle avec un bébé. Il est où les vacances? Tandis que Marc Aurel et sa sœur sont enthousiastes à l'idée de voir le tout nouveau bébé, le petit frère, lui, a d'autres idées. Manu, je pars dans ma classe. Je peux te dessiner. Si certains ont pensé au dessin au bébé, d'autres voient les travaux ménagers. Je dois laver les assiettes, je dois aider maman à préparer. Je vais chez ma tante pour passer les vacances. Depuis le début des vacances, les files d'attente sont interminables et ce sera percevable jusqu'à la rentrée scolaire. Les vacances, c'est donc la période pendant laquelle on veut bien se reposer, surtout quand on est enfant. On va rendre visite à grand-mère, à mémé, à mamie, à tati, à tonton, comment on les passe, même si d'autres préfèrent les passer en travaillant, ce qui n'est pas bien, selon Dora Sindé quand même. Il faut que les enfants se reposent. Parce qu'on dit bien vacances, ça sous-entend que durant toute l'année scolaire, vous avez fréquenté, vous avez travaillé, vos ménages surtout, et maintenant il faut vous reposer pour vous apprêter pour l'année scolaire qui arrive. Alors, est-ce que vous avez suivi les conseils? Voilà qui est dit, c'est terminé pour cette émission avec beaucoup de bonheur. On se retrouve la semaine prochaine. Salah, on peut payer pas de mots, même au nez, non, je pense que c'est Luna Nabine.